Dès qu'un pays devient un peu riche, il y a le risque qu'il y a des gens qui promettent qu'on va pouvoir redistribuer toutes ces richesses ad vitam aeternam et que ça va bien se passer. C'est pour ça que la liberté, c'est un combat qui ne termine jamais. Parce que dès que ça fonctionne, il y en a qui vont vouloir le s'aborder. En Argentine, les gens, le lendemain de recevoir leur salaire, ils faisaient tous les achats du mois. Ils allaient au supermarché, vider les rayons, parce qu'ils savaient que après il fallait tenir un mois d'inflation et qu'à la fin du mois, les prix auraient explosé. Est-ce que tu crois en une possibilité de changement radical de politique aujourd'hui en France ? C'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on a besoin de vraiment toucher le fond pour rebondir ? Les gens oublient que l'État a détruit la solidarité. Pourquoi on a besoin d'une solidarité privée ? Si l'État, c'était l'incarnation de la solidarité, pourquoi les Restos du Cœur existent en France ? Les plus gros problèmes de la France, c'est que le travail ne paye pas. Ça démoralise tout le monde. Donc on s'est dit combien ça coûterait de supprimer l'intégralité des charges qui pèsent sur le travail. Salut Romain, enchanté. Salut. Merci d'être sur notre chaîne. Aujourd'hui, on a le plaisir de t'avoir. Tu as un compte assez connu maintenant qui est le Parti milléiste français sur X, anciennement Twitter. Et tu as fait pas mal parler de toi parce que avec ce compte, tu permets aux gens de comprendre ce qui se passe en Argentine, de pas juste avoir les bruits de couloir que j'attribue maintenant à la presse officielle. qui en fait fait juste ressasser leur son de cloche, leur son idéologique socialisant. Et grâce à ton compte, on peut en apprendre un peu plus. Et aujourd'hui, on est avec toi pour que on aille vraiment dans le fond des choses et que tu nous expliques un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là et qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas. Est-ce que c'est vraiment un succès et est-ce que on peut réaliser le même succès en France ou est-ce que c'est trop tôt ou déjà trop tard? Je te laisse. Vaste programme. Merci de me recevoir et de me donner la parole. Je sais pas trop par où commencer. Oui, peut-être par l'Argentine. Effectivement, moi je pense. Déjà peut-être qui tu es ? Ah ouais, je suis Romain Dominati, coucou. Je suis entrepreneur en France et en Argentine, puisque j'ai encore une entreprise là-bas. J'ai vécu 7 ans là-bas. À Buenos Aires, et depuis, je suis évidemment très attaché à ce pays et à ce qui s'y passe. Je connaissais bien la lourdeur administrative argentine. C'est même une des raisons qui ont fait que j'en avais marre de de travailler au quotidien en Argentine. Et donc dès que le phénomène Milei a commencé à émerger là-bas, je me suis penché dessus avec beaucoup d'intérêt puisque j'ai toujours libéral. Il a commencé à vraiment se faire entendre auprès du grand public pendant le Covid, où le poids de l'État écrasait vraiment les peuples opprimés de toute sa force, moi y compris. C'est aussi à ce moment-là qu'on va dire que je me suis un peu alors radicalisé, c'est un bien grand mot, mais en même temps, radicalisé pour la liberté, on va dire que c'est très positif. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire pas mal d'auteurs libertariens et à passer de simple libéral classique à quelque chose de plus entier. Et lui, en Argentine, il est sorti aussi du cercle de ces universitaires très jeunes qui le suivaient déjà depuis longtemps et des quelques fans qu'il avait grâce à ses émissions radio notamment, pour passer dans la sphère vraiment de toute la société argentine. Et c'est aussi après le confinement qui était le plus long du monde là-bas Oui. qu'il a décidé de s'engager en politique. J'ai suivi en fait à partir du moment, voilà, à partir de ce moment-là à peu près. Et après, dès qu'il a été élu député, j'ai commencé à en parler à quelques amis que je savais intéressés par ces idées-là. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes, ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple.
Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. En suivant un petit peu l'actualité, mais de loin, je leur donnais des infos, et quand il a été carrément élu président, alors là, on s'est dit bon, il y a quelque chose d'incroyable qui vient de se passer. Ils ont élu un libertarien qui en plus a l'air un peu fou, qui détonne complètement, dénote, pardon, qui est en dehors de tous les schémas classiques des politiques. Et voilà, il est en train de créer une étincelle de liberté qui peut changer les choses. Et on s'est tout de suite dit aussi que forcément l'Argentine était tellement dans une situation terrible, sclérosée par le socialisme et par la dépense publique, que ça ne pouvait aller que mieux, et que ces mesures allaient tout de suite porter leurs fruits. Enfin, tout de suite, ça prendra un certain temps, mais ça allait forcément porter leurs fruits, et que plus le temps passait, et plus ça nous donnerait raison, et plus la parole de Milei serait entendue, et moins les hommes et femmes politiques du monde entier pourraient cacher le phénomène en disant non, mais bon, c'est un fou dans son coin, laissez-le parler. Quand ça devient éclatant, on est obligé de regarder et dire ah oui, là il y a quelque chose qui fonctionne. Si en plus les Argentins lui font confiance dans les urnes, alors là ça devient carrément un modèle pour toute personne qui est en politique, puisque c'est leur job de se faire réélire. Donc s'il y en a un qui a trouvé un bon moyen de sauver son pays et de se faire réélire, forcément il va être copié. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit au moment de créer le compte. Alors avec un petit peu de provocation, on l'a appelé parti milléiste, même si c'est pas un vrai parti évidemment. Mais c'est vrai que ça nous permet de aussi beaucoup parler de la France, beaucoup parler de ce qui va pas en France. Pardon, un appel. Donc ça nous permet à la fois de relayer ce qui marche en Argentine, et de pointer ce qui ne marche pas en France. Et aujourd'hui, on a une belle communauté, hein. On est très heureux de pouvoir compter sur pas mal de relais. On n'est pas du tout les seuls d'ailleurs à diffuser les idées de la liberté sur les réseaux. Donc il y a un petit microcosme qui s'est créé, et je pense qu'il y a une influence aussi indéniable de toutes ces activités sur les réseaux dans la sphère politique réelle française, où on voit qu'il y a quelques voix libérales qui commencent à émerger et qui sont de plus en plus tranchantes. Et ça fait plaisir. Tu penses à qui dans ces voix? Forcément, moi j'en cite toujours 2 qui me semblent les plus structurés et cohérents de bout en bout, et qui comprennent vraiment la politique économique libérale. Donc la politique économique tout court en fait, on peut dire. C'est Sarah Knafo et David Lisnard, qui eux ont des bases solides et semblent vraiment convaincus des vertus de la liberté. Et donc quand on est convaincu à ce point-là, et bien forcément on a vu la lumière quelque part, donc ça devient une sorte de foi, et on est prêt à tout pour défendre ses idées, et on est sincère. Donc je pense que ces 2 là le sont. Après 2, ça fait pas beaucoup, mais en plus de ça, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui, alors ça, je sais pas s'ils sont vraiment dans la compréhension totale de ces idées-là. Aujourd'hui, je ne crois pas, mais en tout cas, ils essayent de saupoudrer leur discours classique de libéralisme. Il y a le Ciotti et son parti, il y a Kasbarian, il y a Christelle Morançais, voilà, il y a une petite qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans, ça c'est sûr. Pour revenir rapidement sur l'Argentine, euh, toi qui a connu ce pays, et pour ceux qui auraient vécu dans une grotte et qui n'auraient pas trop suivi ce qui se passait, avant Milei, concrètement, c'était quoi la situation de l'Argentine? Parce que des gens ont du mal à imaginer, je pense que ça va être important pour après comprendre la situation de la France, où on en est par rapport au baromètre argentin. Mmh, c'est sûr. L'Argentine est un pays donc
Si on remonte loin, qui était très riche au début du XXe siècle, qui était parmi les pays les plus riches du monde. Les Argentins étaient tellement riches qu'ils pouvaient se permettre de venir en France acheter des hôtels particuliers le long de l'avenue de la Grande Armée à Paris. C'est pour ça que la station de métro s'appelle Argentine. On avait fait une interview avec un Argentin justement qui nous disait qu'à l'époque, il y avait même une expression, on disait être riche comme un Argentin. Et ça m'avait marqué. En Argentine, il y a une expression qu'ils utilisent encore là-bas, qui est tirar la manteca al techo, ça veut dire jeter le beurre sur le plafond. Alors on disait, qu'est-ce que c'est en fait, apparemment, c'est quand ils étaient donc si riches que ils avaient énormément de propriétés à Paris, ils organisaient des grands bals pour la bourgeoisie parisienne. Et il y avait un moment dans le bal où il fallait prendre une motte de beurre, donc bien symbolique de la France, un peu fondue, un peu grasse, la jeter sur le plafond de l'appart haussmannien. Et il fallait danser sans avoir le droit de s'arrêter de danser jusqu'à ce que la motte de beurre retombe. Et donc c'était une coutume des riches. Et aujourd'hui, ça tirar la manteca al techo, ça veut dire voilà, faire un truc de riche, quoi. C'est pardon, arrête pas. Et donc voilà, pour dire que c'était un pays très riche, qui n'a eu aucun choc externe. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de guerre civile, de éruption volcanique, rien. Il n'y a rien eu. Ils sont devenus un pays pauvre, tout simplement parce que ils ont décidé d'être socialistes pendant 70 ans. Donc c'est vraiment un cas typique. D'ailleurs, en économie, je crois que c'est Milton Friedman, mais je suis pas certain, qui disait qu'il y a deux exceptions l'histoire du développement récent, c'est le Japon qui n'avait rien et qui est devenu un pays extrêmement riche, et l'Argentine qui avait tout et qui est devenu un pays pauvre. Donc ils en étaient là, et au quotidien, pour les dernières années en tout cas, le fléau principal c'était l'inflation, puisque on a du mal à se rendre compte en tant que Français ou occidental à quel point c'est difficile de vivre avec l'inflation. L'inflation galopante comme ça embrouille l'esprit, ça pourrit la vie. On est obligé tous les jours de refaire des calculs. On peut pas se projeter, on peut pas faire d'investissement, on peut pas épargner. On est sans cesse, en fait, obligé de refaire tous ces calculs, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que n'importe quelle personne qui vit dans le pays, en fonction de l'inflation. Donc, tout est biaisé. L'économie ne marche plus du tout. On est obligé de claquer de l'argent qu'on n'aurait pas claqué. On est obligé de renégocier des trucs qu'on n'aurait pas dû renégocier. C'est une perte de temps énorme et d'énergie énorme, et eux, ils étaient complètement pourris par l'inflation qui était à 250% annuel, parce que l'État dépensait tellement que sa seule façon de financer ses dépenses, c'est d'imprimer de l'argent. Comme c'est un État de pays en développement, à l'écart du monde, qui a fait de nombreux défauts, ils ne peuvent pas se financer sur les marchés financiers, contrairement à un État comme la France. Donc le déficit, ils sont obligés de le combler par la planche à billets, et ça crée énormément d'inflation. Donc c'était un cycle infernal dont ils pouvaient jamais sortir. Et c'est vrai qu'au quotidien, Tu as dit pays en développement, mais en fait, c'était un pays développé qui retournait à la case pays en développement. tout à fait, c'est le seul. Il y a une classification officielle du ranking des pays en fonction de savoir s'ils sont en développement, développé, etc., qui est de la Banque mondiale, je crois. Et le seul dans l'histoire de ce classement qui régressait, c'est l'Argentine. Donc oui, l'Argentine était vraiment en très mauvaise posture, et elle arrivait en plus au bord du gouffre, puisque cette inflation, cette dépense, tout ça, ils allaient à nouveau faire faillite très rapidement dans les premiers mois de 2024. Donc c'était un peu soit on vote pour le fou, soit on est mort. Heureusement, ils ont fait le bon choix. Et aujourd'hui, ben ça paye. Et il y avait deux choses, moi, sur lesquelles je voulais rebondir. Tu disais tout à l'heure, tout le monde devient entrepreneur, au final, en fait, d'une certaine façon. Parce qu'en fait, vu que en général, dans une économie qui marche, les seuls à faire un vrai calcul économique sur le long terme, à imaginer, vraiment à faire un calcul, c'est les entrepreneurs, parce que c'est nécessaire pour le business. En fait, c'est vrai que dans une situation hyper inflationniste comme ça, tout le monde devient entrepreneur, parce qu'en fait, ta vie devient un calcul économique permanent. Où normalement, tu te poses pas la question de quand est-ce que je vais acheter du beurre? J'en achète juste quand j'en ai besoin et quand j'en ai envie. C'est, en fait, je vais devoir en acheter parce que si j'en achète demain, il va me coûter plus cher, donc je dois calculer ça. Et en fait, ça doit être une source de, enfin, même au-delà de l'aspect purement financier, ça doit être une source de stress et d'angoisse quotidienne qui, je pense,
personne ne peut imaginer ici. C'est-à-dire que je pense que ça doit être un cauchemar à vivre, mais bien au-delà de l'aspect financier, en fait. C'est bien au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment, l'aspect mental. C'est ça te bouffe le cerveau, en fait. Alors que ça t'oblige à devenir entrepreneur, oui et non, parce que je pense que même dans la vie, enfin même dans un pays normal, tout le monde fait quand même ses calculs et essaye de se projeter avec son épargne et cetera. Mais c'est sûr que ça oblige à plus de gymnastique, de calculs mentaux, vraiment purement, pécuniaires quoi, pour tout le monde. Bah, vous voyez bien, hein, en gros en Argentine, les gens ils allaient le lendemain de recevoir leur salaire, ils faisaient tous les achats du mois donc ils allaient, au supermarché vider les rayons, d'huile, de lait, de sucre et cetera. Tout ce qu'ils pouvaient acheter, ils l'achetaient, parce qu'ils savaient que, bah, après il fallait tenir un mois d'inflation et qu'à la fin du mois, les prix auraient explosé. On voyait aussi que pendant les 10 premiers jours après avoir touché les salaires, la ville, elle était en elle était en fusion. Tous les bars, ils étaient remplis, les restos, ça éclatait de partout et tout, parce que tout le monde devait claquer, claquer, claquer. Tu vois, ça sert à rien de garder ton argent, il brûle dans tes doigts, donc il faut vraiment le dépenser. Donc les gens, ils sortaient comme des fous tous les soirs. Par contre, les 10 derniers jours du mois, là, c'était un peu plus mort, hein. Là, les terrasses étaient vides et tout parce que plus rien. C'était, ouais, non, c'est hallucinant, ouais. Et avant de continuer sur ce que du coup Millet a fait, t'as une idée de ce qui a fait en fait passer le shift socialiste en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour passer, enfin comment on part d'un pays qui est riche, où on a l'air de bien vivre du coup, au socialisme? Ça s'est fait brutalement, ça a été très progressif? Non, non, ça s'est fait quand même progressivement. Après le vrai shift, c'est Péronne évidemment, mais c'est toujours les mêmes, bah, c'est toujours les mêmes sirènes, hein. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, on est devenu tellement riche que vous pouvez vous relâcher un peu, personne n'a besoin de bosser, on va tout redistribuer. Papa État s'occupe de tout, vous êtes en sécurité et vous toucherez un chèque chaque mois. Donc je caricature, mais en gros, c'est comme ça. Évidemment, bah, évidemment, pour beaucoup, c'est très attrayant. À tout le monde d'être, professeur d'économie, donc les gens, ils comprennent pas que le mécanisme, il va se retourner contre eux et donc ils votent. Ils votent en se disant: «Ah ouais, c'est super, il a raison, vas-y, on y va». C'est toujours le risque, hein, c'est que dès qu'un pays devient un peu riche, il y a le risque que, il y a des gens qui promettent qu'on va pouvoir redistribuer toutes ces richesses ad vitam aeternam et que ça va bien se passer. C'est le piège permanent. C'est pour ça que la liberté, c'est un combat qui ne termine jamais parce que dès que ça fonctionne, il y en a qui vont vouloir, le saborder. Donc il faut toujours rester, vigilant. Heu, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, oui, Péronne a été avec, Evita, ils ont été, vraiment les voix de ce changement et les symboles, vraiment emblématiques avec, une certaine force de discours et ouais, c'est ça, hein. Ils sont devenus un symbole de leur pays presque. Donc ça a beaucoup marqué les Argentins, ouais. Ça me fait penser à quelque chose, mais petite réflexion, c'est que souvent on remarque que c'est pas forcément un facteur extérieur ou quoi que ce soit. C'est même au sein même de la population et des familles très riches que même ces idées émergent. Et c'est que souvent, en fait, ça va être la seconde, la troisième génération qui, en fait, tu pas compris comment les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient devenus très riches et se crée une histoire sur laquelle, en fait, ils auraient quasiment volé les richesses et ils Tout comprennent à pas fait. l'écart de richesse qu'il y a entre les populations. Et ils disent: «Bah, en fait, je vais me faire le messie, dans mon pays et je vais tout arranger». Et c'est comme ça et d'un coup, bah, voilà, tu as le petit-fils, d'une grande famille qui décide d'être, le nouveau parti, communiste du pays ou socialiste et puis, en fait, progressivement, on y arrive et c'est terrible. Et il y a de la culpabilité quelque part. C'est qu'ils s'en veulent, de rien avoir fait pour gagner cet argent. Bon, il y a une grande responsabilité des parents, je pense, qui ont mal éduqué les gamins là. Mais oui, 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 c'est toujours ce piège-là. C'est pour ça, il faut vraiment être très vigilant. Il faut qu'il y ait une saine concurrence, permanente pour que justement ceux qui n'ont pas hérité aient la possibilité, de s'élever, grâce au travail. Et ça, c'est essentiel, ouais. Parce qu'en plus, c'est ce que tu dis, c'est paradoxal parce que in fine, justement, ces nouvelles générations qui commencent à faire infuser le socialisme en plus, ils se disent: «Bah, tiens, on va faire ça pour aider les autres et redistribuer les richesses». Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils bloquent l'ascenseur social pour les autres et ils maintiennent leur position C'est dominante, ça, donc ils font toujours l'inverse en plus. c'est ça, ils les condamnent. C'est que c'est un cauchemar et ces gens-là, après, en plus, font preuve de vertu et pensent faire le bien. Donc C'est c'est ça. c'est calamiteux en tout point. Et pour revenir sur un livre qu'on recommande souvent,
qui résume tous les concepts dont on parle depuis tout à l'heure, c'est Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Joseph Schumpeter, et qui résume en fait parfaitement ce que tu as dit, c'est-à-dire l'Argentine est un pays capitaliste, grande création de richesses. Le problème, c'est que la démocratie, donc des gens qui font du populisme et qui promettent la redistribution de richesses, qui instaurent le socialisme. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est un économiste autrichien très libéral, mais qui admet en fait que tant qu'on combine le capitalisme et la démocratie, on tend toujours vers plus de socialisme. Et c'est comme ça qu'on aura des cycles perpétuels. Et je crois que l'Argentine, en fait, est le modèle qui arrive à faire ça, mais très rapidement. C'est que par exemple, du coup, ça va être ce sera notre prochain sujet. La France, où nous, le cycle est un peu plus long, mais à mon sens, c'est quasiment la même chose. On va se retrouver dans la même situation. Mais juste avant de parler de la France, tout à l'heure tu disais du coup après Milei est arrivé. Concrètement, sans citer toutes ces mesures, c'est pas l'objet, mais en gros il a fait quoi? Juste pour que les gens se représentent un petit peu, c'est quoi des actions concrètes qu'il aurait pu faire? Enfin qu'il a fait d'ailleurs. Très, très vite, il a fait passer un décret, qui a énormément limité, l'impact de l'État sur l'économie. Enfin énormément, non même pas, parce en relatif, c'est assez peu. Mais assez peu, ça suffit déjà à donner un souffle. Donc il y a eu beaucoup déjà, il fallait mettre fin au déficit, en fait. C'était l'urgence absolue puisque le déficit entraînait l'inflation qui entraînait le pays à la ruine, donc c'était vraiment son objectif numéro un. Et ça, il l'a fait, très, très, très vite. En 3 mois, il y a plus de déficit, en supprimant, en supprimant notamment énormément de subventions qu'il y avait pour, l'énergie. L'énergie coûtait rien, mais rien, rien. C'est-à-dire que moi, j'ai même reçu à un mois, j'ai reçu une facture négative d'électricité parce qu'en fait, il y avait la consommation, il y avait la subvention, il y avait tellement de subventions que c'était négatif. Et c'est un hôtel, hein, c'est pas, un truc de 30 m². Donc voilà, pour vous dire à quel point c'était débile. Les gens payaient rien, donc ils laissaient la clim tourner tout l'été avec la porte ouverte, enfin c'était n'importe quoi. Évidemment, les opérateurs pouvaient pas suivre parce que les réseaux n'étaient pas entretenus puisqu'ils gagnaient rien et en plus les gens, gaspillaient. Il y a des coupures de courant, enfin comme d'habitude, socialisme, pénurie, baisse de qualité de service. Et donc ça, il a coupé tout de suite. Il a également coupé dans les dépenses de l'État central, assez vite puisqu'il a réduit le nombre de ministères de 18 à 8. Il a supprimé beaucoup d'agences étatiques tout de suite. Il a supprimé, environ, 20 000 postes de fonctionnaires, très rapidement et après, d'autres petits ajustements un peu partout. Il a notamment gelé tous les travaux publics qui n'avaient pas encore été, engagés, c'est-à-dire ceux qui avaient été signés mais pas engagés. Pour voilà, résorber tout de suite le déficit. Et après, avec le temps, il a pu passer plus de réformes et il y a toute une bataille juridique qui s'est mise en place puisqu'il avait pas du tout la majorité au parlement. Donc, on va dire que les actions c'est des actions de fourmi où il a été vraiment supprimer plein de petites lois, plein de petits impôts, petit à petit, sans finalement enfin il y a eu cet effet tronçonneuse dont on parle tout le temps, certes, mais la tronçonneuse, les suppressions par exemple de fonctionnaires au niveau de l'État, globalement argentin, parce que c'est un État fédéral, donc lui il peut pas toucher tout ce qui est fédéral. Donc finalement, les suppressions de fonctionnaires, c'est très peu. C'est très peu. C'est encore aujourd'hui, si je me trompe pas, j'ai pas suivi le compte là récemment, mais encore aujourd'hui, c'est moins de 5 des fonctionnaires au niveau, national. C'est vraiment pas la tronçonneuse en fait, hein. Et pourtant, ça a un effet, salvateur tout de suite. Je pense que la phase 2 va être encore plus intéressante maintenant qu'il a gagné les élections, législatives. Là, il va avoir les mains libres. Là, on va voir ce qu'on va voir. Là, je pense que ça va être vraiment passionnant. Parce qu'on est passé de combien à combien là entre le moment où il s'est fait élire et aujourd'hui de sa Hem, représentation au Parlement? ouais, on est passé, j'ai envie de dire pas de 0 à la moitié, mais presque. Au Sénat, je crois qu'ils étaient que 2 et au Parlement, enfin au Congrès, ils étaient une vingtaine. Alors ça dépend parce qu'il y a des gens qui sont ralliés, il y a eu des alliances aussi évidemment, ça lui a permis de faire passer des trucs, des alliances avec le centre droit, avec d'autres groupes politiques. Mais en gros, il en était arrivé à un point où, il était en danger parce que dans la dans le système argentin, donc comme d'habitude le législatif, crée les lois et le président doit les appliquer et un peu à l'américaine, le président peut mettre un veto.
Donc eux, ils ont commencé à créer plein de lois de dépenses exprès pour faire dérailler, le déficit. Lui, il mettait son veto. Mais il y a une règle qui dit que le parlement, s'il a 2/3 qui, veut faire opposition au veto, alors le veto tombe et là, pour la première fois, il en était arrivé là. C'est-à-dire qu'il y avait 2/3 du parlement qui s'étaient ralliés contre lui et donc il faisait systématiquement tomber, ses vétos. Donc en fait, il n'avait plus aucun pouvoir. Et en plus, ils ont commencé à voter des lois pour limiter les pouvoirs du président, l'empêcher de faire des décrets, et cetera. Donc vraiment, il était en danger de devenir un pantin, représentatif de l'Argentine, mais comme le roi d'Angleterre, quoi, qui sert plus à rien, s'il n'arrivait pas à rebasculer cette histoire des 2/3. Donc non seulement il a récupéré un tiers, qui l'assure de pouvoir mettre ses vétos, mais en plus il allait plus loin que ça, puisque la victoire est vraiment très large. Donc aujourd'hui, il arrive quasiment à la moitié et avec les alliances à plus de la moitié. Donc il va pouvoir gouverner, quoi. Et je me demandais aussi, justement, on en parlait, avant, sur ce fameux tweet qu'avait fait, Saïd Namou sur, l'Argentine. Pour revenir sur l'ensemble, puis je le mettrai peut-être en description, parce que lui, il a vraiment un avis très critique et on en parlait, c'est qu'il y a quand même une frange des libertariens, et de l'école d'économie autrichienne qui reste critique de Saïdine, du président argentin Javier Milei. Et est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? J'ai l'impression que Oui, souvent on va critiquer le fait qu'il ait jamais assez. ouais, ouais. Alors celui dont tu parles, sur l'aspect vraiment, on va dire, crypto et cetera, ça je sais pas, j'ai pas lu. Sur les libertariens, oui, parce que bon, je les connais un petit peu, pas personnellement évidemment, mais en ayant échangé, discuté même avec des gens, qui sont, libertariens français et qui divulguent des idées, sur les réseaux. Il y en a qui sont, en fait, enfermés dans une bulle théorique. Donc, c'est bien joli, On mais voit à de un qui tu moment, parles. il y a ouais, à un moment, il y a aussi le monde réel, hein, qui existe. Il y a des gens, il y a des immeubles physiques, des voitures et tout, mais ça, ils ne le voient pas. Dans la théorie libertarienne, c'est très intéressant et c'est très beau. En fait, la liberté doit venir d'une espèce de sécession progressive des gens qui comprennent, que c'est nécessaire, donc une espèce d'élite intellectuelle qui aurait lu tous les bouquins de Mises, Rothbard et compagnie et devrait faire sécession de l'État de manière pacifique, progressive, faire tomber l'État comme ça. OK? Donc ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait, d'un coup, enfin pas d'un coup, mais 10, 20, 30% des citoyens qui se mettent à lire tous les ouvrages libertariens et à changer complètement leur vie pour sortir du système, quoi. C'est quand même pas évident parce que quand on est un garagiste ou dentiste, faut y aller pour sortir du système quand même. On peut pas vivre en autarcie, dans une cabane, quoi. Donc ça, c'est leur On modèle. confirme, que vu le nombre de livres qu'on arrive à vendre avec, notre sponsor Consensus, qui Ouais. propose justement un pack de livres sur, le libertarianisme et les auteurs classiques. Avec le code promo How to Bitcoin, vous avez moins 10%. Bah, il y a très, très peu de ventes, en fait, les gens, genre, c'est une minorité infime de la population. C'est normal. Enfin, c'est complètement normal. Donc en gros, eux, le fait qu'un un libertarien devienne, partie de l'État, c'est une trahison. Le fait qu'il utilise, la démocratie, l'appareil, démocratique, pour faire avancer sa cause, c'est, à prohiber. Moi, je dis, c'est aussi probable qu'il arrive à établir, une société vraiment libre, sur le sol argentin en étant élu à la tête de l'État que, 20%, 30% des Argentins se mettent à tous connaître Rothbard par cœur. C'est-à-dire les 2 sont très improbables, mais c'est au moins aussi probable l'un que l'autre. Donc, en attendant, concrètement, il a fait avancer ses idées d'une manière spectaculaire comme jamais auparavant, dans l'histoire des idées. Je pense qu'il vaut mieux essayer de le soutenir et de l'applaudir que de lui cracher dessus, quoi. À un moment, faut savoir aussi, voir la réalité plus que la théorie. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont bloqués. C'est des gens qui sont, très académiques et quand on a la tête toute la journée dans des bouquins, c'est très bien, hein, c'est utile, mais voilà, c'est pas très constructif. Après, je pense que c'est important d'avoir tout le temps quelqu'un de plus radical que toi. Comme ça, tu passes moins pour un fou parce que tu dis: «Ah ouais, non, mais les vrais fous, c'est eux». Donc ils continuent à faire ce qu'ils font, on a besoin de tout le monde. Je vois ce que tu voulais dire dans le sens où
c'est important d'avoir des gardiens du temple un peu plus radicaux ou extrêmes d'une certaine façon que soi. Nous, on a reçu plusieurs fois, 3 fois Stéphane Gers, par exemple, sur la chaîne, Oui, bah, vous le connaissez, ouais. qui est un gardien du temple qui est là depuis longtemps, mais qui fait un boulot important, et c'est pour ça que nous, on aime beaucoup ce qu'il fait. C'est que lui, il est là, il ne bouge pas, il sera là encore dans 10 ans, et on sent qu'il est incorruptible. C'est-à-dire qu'on peut pas lui faire avaler une quelconque pilule. Nous, on a essayé de lui faire avaler une pilule orange en lui parlant de Bitcoin. Même ça, il en veut pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que bah, c'est important, et surtout, ça permet de toujours avoir un référentiel stable pour savoir où nous, on se situe déjà, à titre personnel, mais où les gens se situent. Et c'est vrai que je sens qu'il y a quand même un glissement idéologique vers ces gens-là. De plus en plus de gens, leur discours acceptable et entendable. Nous, on le voit même, bah, on a le même discours qu'eux, hein. On a un discours parfois même anarcape, et les gens arrivent à l'entendre, et ça fait plaisir de se dire, bah, on a agrandi la fenêtre d'Overton et eux ont grandement participé à ça. Donc c'est génial. Mmh, mmh mh. Mais effectivement, heu, pour revenir sur Millet, heu, je trouve ça vraiment enfin, con d'une certaine façon, d'attendre de lui, qu'en fait, il soit libertarien. Bah, déjà, en fait, tu peux pas prendre le pouvoir par principe. Donc, il y a un moment, bah, soit tu veux l'utopie, et tant mieux, hein, c'est cool, mais ne va pas reprocher aux autres qui essayent de passer par des voies un peu alternatives. Et dans le cas de Millet, j'ai quand même l'impression que c'est un bénéfice net dans l'absolu. Ouais, bien Heu, sûr. c'est en tant qu'Argentin, enfin, en tant qu'Argentin, je pense que les Argentins, en tout cas, ne regrettent pas leur choix, sauf les parasites. Donc, in fine, ça reste quand même un net positif, et je pense qu'il faut le saluer, et je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il vient tacher, le libertarianisme. Pas du tout. Au contraire même. Bien sûr, bien sûr. Je pense que de montrer, même si on n'est pas des grands fans de l'empirisme, mais de montrer que d'un point de vue empirique, une application, semi-libertarienne d'un programme marche, ça fait quand même un précédent, et ça permet de dire: «Bon, bah, coucou, nos trucs, c'est pas juste des livres de mecs, en slip dans une cave, ça C'est ça, marche». c'est ça. Donc, je trouve ça intéressant. Et donc là, tu disais que ça y est, Millet va pouvoir appliquer son programme. Tu as une idée des mesures? Il y en a qui ont déjà été mises en place, ou c'est vraiment trop frais encore? Non, en fait, là, il y a eu donc l'élection le week-end dernier, mais la prise, de pouvoir des nouveaux, élus, c'est que, en décembre, fin décembre, donc pour l'instant, c'est encore l'ancien congrès. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de divulguer un petit peu les prochaines, mesures, sans dire trop, donc ça reste un peu vague, mais on sait qu'il y a une réforme du travail importante qui va faire en sorte que, en gros, il n'y ait plus, d'intérêt à travailler au black, parce que là-bas, c'est encore, la moitié des gens qui sont pas déclarés. Donc, évidemment, ça c'est un gros souci pour le pays, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas accès au crédit, ni aux assurances. Ce qui fait que, et ben, il y a un énorme, potentiel, en fait, pour l'économie, à aller les chercher, à les intégrer, pour qu'ils participent, bah, au crédit et au développement du pays. Ça va lui permettre aussi d'équilibrer les budgets et de baisser les impôts, par ailleurs. Ça, il l'a annoncé, donc on s'attend à des baisses importantes d'impôts, notamment la suppression de tous les impôts à l'exportation. L'Argentine a depuis, 50 ans des impôts incroyables à l'exportation. Donc ça va aussi permettre aux minerais, à l'agriculture, et cetera, de pouvoir exporter. Et il y a aussi une réforme sur la sécurité. Ça, ils l'ont annoncé aussi. Ils veulent durcir sévèrement le ton, et punir, le vol et les agressions de manière beaucoup plus forte. Et après, bah, on va voir, en fait. Je pense qu'ils vont distiller tranquillement jusqu'en janvier. Et c'est qu'en janvier qu'il va faire un appel extraordinaire du congrès pour faire passer tout ça. Janvier, parce qu'en fait, décembre, janvier, c'est les grandes vacances là-bas, puisque c'est l'été. Donc normalement, le parlement n'est pas là. On verra tout ça pendant le mois de janvier, février, ça va être intéressant. OK. Donc normalement, ouais, début 2026, ça va chier. C'est quand Ouais, c'est ça. OK. Je te propose maintenant qu'on fasse quelques kilomètres et qu'on se recentre un petit peu sur notre beau pays qui est la France. Comme on le disait en introduction, toi, c'est vrai qu'avec ton compte X, tu fais le pont un peu entre l'Argentine et la France. Vous avez sorti récemment un programme carrément. Le but, c'est pas qu'on fasse chaque ligne du programme, mais déjà, est-ce que
avant même de parler des mesures, tu crois en une possibilité de changement radical de politique aujourd'hui en France? Est-ce qu'on n'est pas encore trop tôt et encore trop riche, déjà? C'est possible. C'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on a besoin de vraiment toucher le fond pour rebondir? Est-ce qu'on a besoin, comme les Argentins, de voir, les rayons de supermarché vides pour comprendre que, il y a un gros problème? Je sais pas, parce que d'un côté, on se dit que oui, puisque, bah, il y a très peu de pays qui ont réussi à engager des changements, vraiment majeurs, souvent au pied du mur. Mais en même temps, on sent qu'il y a un énorme ras-le-bol quand même de la part des Français. On sent que ça y est, genre, il y a une rupture. Les Français ne croient plus en, la classe politique, ils ne croient plus en les médias, traditionnels. Ils rejettent tout ça en bloc, ils sont un peu perdus, ils se disent: «OK, il n'y a plus de capitaine, en qui on peut faire confiance». Donc on sent quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire à Fuera, quoi, et de tout jeter et de redémarrer avec une page, blanche parce qu'ils sentent bien que, ils travaillent pour jamais pouvoir augmenter leur niveau de vie, pour jamais pouvoir, épargner, acheter une résidence principale, donner à leurs enfants, donc à quoi bon? Et en plus, ils voient qu'en haut, c'est la fête, au n'importe quoi, c'est, création de taxes, c'est, normes débiles, c'est des gens qui sont complètement hors sol et qui tiennent, un discours qu'on n'arrive même plus à comprendre tellement leurs mots sont dénués de sens. Donc ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens, une majorité de gens en France qui en sont conscients et donc quelque part, peut-être que le fruit est mûr. Et Mais tu penses on que verra bien, hein. c'est le fruit peut vraiment mûrir avec, l'effet de l'Europe sur la France? Parce qu'au final, on collectivise un petit peu, nos pertes avec l'Europe, quand on est en déficit, que la France rencontre des problèmes. Est-ce qu'on va pas devoir d'abord être, excommunié de l'Europe pour qu'on tombe et que d'un coup, on se dise: «Bah, en fait, il faut qu'on se rattrape là», j'ai du mal à voir comment le scénario peut jouer, avec l'Europe. Oui, ah ouais, alors L'Europe est l'Europe, c'est souvent une excuse un peu facile, je trouve, qui est brandie. Alors évidemment, l'Europe n'aide pas, hein, c'est un ogre tentaculaire, bureaucrate, ça c'est sûr. Mais, on est les pires dans toute l'Europe. Donc déjà, ça veut dire que, malgré l'Europe, ben, tous les autres pays arrivent à faire mieux. Donc déjà, ah non, on a tout moi à garder soi-même. je veux Mais pas dire mais que l'Europe, nous impose la l'Europe est bureaucratie. un frein, mais c'est surtout l'Europe, va nous aider juste suffisamment pour pas qu'on tombe assez bas. Non, non, c'est C'est vrai, plus c'est un ça, risque. dans et le En fait fait, qu'il y ait l'euro aussi, qu'on n'ait pas notre propre, dette. le risque, c'est que l'Europe se dise: «Bon, on a un enfant malade, bon, il pèse quand même un peu lourd dans la famille, mais c'est notre enfant, on va devoir l'aider». Et donc l'Europe effectivement se mobilise pour, combler le déficit français et nous mettre un peu sous perfusion, mais ça veut aussi dire qu'ils nous mettraient carrément sous tutelle parce que, ils seraient obligés aussi de contrôler ce qu'on fait. Mais ils vont rencontrer un frein qui est quand même qu'il y a en face, il y a des Français et des électeurs français qui eux, on va pas dire du jour au lendemain, en fait, il y a plus d'élections en France, c'est l'Europe qui décide tout, c'est pas possible, en fait. Donc il va y avoir une confrontation, on peut pas l'éviter. Soit l'Europe prend vraiment le contrôle et les électeurs en sont conscients, soit on maintient un semblant de démocratie, mais qui sera jamais vraiment un semblant. C'est-à-dire que, une fois que le gars il est élu, il va dire: «Bah non, c'est moi le chef». Donc je sais pas comment ça peut se résoudre. C'est pas comme si on était, je sais pas moi, un État américain qui ferait n'importe quoi et les 50 autres États, ils viennent l'aider, quoi. C'est moins simple que ça. Donc oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a beaucoup qui va se jouer en fait, hein, dans les prochaines années. Soit, la France, se réforme, soit aussi il y a une autre possibilité, hein, c'est que, les Européens disent: «Attendez, vous êtes bien gentils, mais nous on va pas payer pour les Français. On va pas se taper de l'inflation pour les Français», parce que créer des euros pour combler le déficit français, c'est ça, c'est créer de l'inflation pour tout le monde. Alors c'est soit vous, mettez le genou à terre et vous faites, comme les Grecs, soit on vous laisse tomber les gars. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc comment ça va se dénouer? Je sais pas. Personne ne sait, hein, mais c'est vrai que ça risque de remuer un petit peu dans les 5-10 prochaines années et encore, si on est optimiste, ce sera 10, si on est pessimiste, ce sera 2 quoi. Donc on va vivre des moments intéressants les gars. Eh, tu m'étonnes. Tu voulais dire un truc, Victor? Non, non, bah, ça fait depuis qu'on est né qu'on nous raconte qu'on vit des époques intéressantes.
À chaque fois, il y a toujours le premier attentat de cette taille, la première guerre, le premier Covid. Bon, on verra peut-être l'effondrement de la France en accéléré. Mais c'est vrai que tu as dit le scénario pessimiste sur 2 ans. Mais en fait, souvent, c'est Alexandre qui en parle plutôt de manière optimiste. Et c'est pour ça qu'il l'appelait, et on était devenus connus grâce à lui, sur le fait d'appeler à voter Mélenchon Mélenchon. pour accélérer un petit peu la catastrophe et pouvoir vite se relever. Mais c'est une stratégie comme une autre. Ce que j'appelle tout le monde encore à faire en l'absence de concurrents sérieux pour l'instant. Même si c'est quand même à faire en connaissance de cause, parce que derrière le programme, il est violent, hein. Faut être prêt. Faut être prêt, mais on peut peut-être s'en sortir d'ici 10 ans grâce à ça. Je voulais commencer par rapidement le début du programme que vous proposez. Ça ressemble un peu à ce que tu disais de ce que Milei a fait, c'est-à-dire fin du déficit budgétaire. Bon, pour ceux qui nous regardent, fin du déficit budgétaire, en fait, c'est normalement juste de la logique primaire, c'est-à-dire arrêter de dépenser plus que ce qu'on gagne, ce qui, normalement, dans un cerveau bien fait, devrait faire sens, mais visiblement, quand il s'agit de l'État, les gens débranchent le cerveau. Vous parlez de 670 milliards d'économies budgétaires et 510 milliards de baisse d'impôts. C'est des chiffres qui sont colossaux. Grosso modo, ça passe par quoi? Dans quoi on tape au début? C'est quoi le projet, concrètement? Comment on fait? Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your case, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. On l'a bien décrit, on a même, on a tout chiffré et on a fait un planning avec des étapes par année, étalées sur un quinquennat. Il faut baisser partout, hein, il y a pas de secret, hein. Il faut couper partout puisque l'État s'est étalé absolument partout dans notre vie. Il a largement dépassé depuis longtemps ses prérogatives et fait exploser tous ses budgets. Donc il faut que tout le monde fasse un effort. Évidemment, on est obligé de s'attaquer au problème des retraites qui pèse très, très lourd. Si on s'attaque pas au plus lourd, donc les retraites, ça veut dire concrètement, il faut baisser en moyenne toutes les retraites de 5%. Il faut les geler ensuite, plus de cette baisse pendant 5 ans. Il faut progressivement, je dis bien, c'est important, calquer le modèle des retraites publiques sur les retraites privées. Et il faut augmenter l'âge de départ à la retraite de 2 ans. Donc déjà avec ça, tu réalises un gros effort, ce qui est pas énorme en fait, parce que 5% en moyenne, ça va quoi. C'est pas non plus ce qu'on perdra, c'est 5%, c'est pas la mer à boire. Alors évidemment, les grosses retraites, ce sera plus 10% et les petites retraites, ce sera plus 0%. Et voilà, c'est pas des chiffres non plus délirants. Il faut faire des efforts sur tout ce que l'État dépense pour rien. Donc ça, quelque part, c'est pas des efforts très lourds à assumer. C'est-à-dire, ce sera lourd pour le fonctionnaire qui perd son job ou l'association fantoche qui perd sa subvention. Mais dans le quotidien de l'immense majorité des Français, ça changera pas grand-chose. Donc ça, il y a Sûr, t'es vraiment sûr de ça? Parce que souvent, nous, on met en avant le fait qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a quasiment plus d'1 Français sur 2 qui est dépendant de l'État dans son travail, soit qui est directement un fonctionnaire, soit où toutes ses commandes, elles sont publiques.
Donc je pense à tous les secteurs liés à l'armée, à des secteurs de communication, par exemple les automobiles, ce genre de choses. Il y a tellement de secteurs dans lesquels au final tu te rends compte que le plus gros client à chaque fois c'est l'État ou c'est lui qui permet qu'ils soient encore en vie. Donc je pense quand même que ça va faire très, très mal. Non, non, ça fait pas très, très mal parce que comment faire autrement quand l'État pèse 60% du PIB? Donc quoi que tu fasses, forcément, tu as un rapport avec l'État. L'État est ton client, l'État est ton fournisseur, l'État est tout, puis 60% il est partout. Donc par exemple, je te donne un exemple, on va dire vraiment, basique, avec les fonctionnaires, comme, les profs, les médecins, les infirmières, les, gardiens de musée, enfin, une foule de fonctionnaires qui en fait, pour exercer leur métier n'ont pas d'autre choix que d'être fonctionnaires. C'est-à-dire que l'État est en monopole sur tout ça, donc on peut pas leur en vouloir d'être fonctionnaire. Si tu veux être enseignant, bah, tu es obligé de travailler pour l'État, hein. Donc tous ces gens-là, s'il y a une transition vers le privé, ils retrouveraient automatiquement un job puisque, leur job, il est, souhaité par le marché, il est valorisé par le marché, donc ça, pas de sujet pour tous ces gens-là. Et Ensuite, ça irait pour, vite. ouais, donc pour tous les gens qui, par contre, eux, ont un avantage, grâce à l'État, je te dis par exemple, oui, le gars qui construit des ronds-points. Bon, bah, oui, là, il y aura moins de ronds-points, ça c'est sûr. Sauf que, on est aussi dans une économie atone. On est dans une économie, presque morte. Dans une économie avec moins de 1% de croissance depuis des années. Donc ça veut dire qu'en fait, on va jamais de l'avant. Il y a très peu de valeur ajoutée qui se crée, il y a très peu d'innovation, il y a très peu de, rentabilité, de productivité. Si demain, tu as une économie, libérée, chacun, voit sa productivité décuplée, tout tourne beaucoup plus vite. Il y a des opportunités qui se créent partout. Donc le gars qui avant faisait des ronds-points, là d'un coup il va avoir plein de commandes pour faire des immeubles, pour faire les trottoirs de quartiers privés, pour faire j'en sais rien, plein de choses qui vont se créer. Des boîtes vont se créer, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités va alimenter l'intégralité des Français en fait, qui vont tous s'y retrouver. Finalement les perdants, ils vont être perdants en peu de temps. Déjà, ils vont être peu nombreux et ensuite ils vont être perdants peu de temps. On a vu en Argentine que par exemple, la phase de récession suite aux coupes, brutales du début, elle a duré que 8 mois et 8 mois de récession avec effectivement une hausse du chômage, des fonctionnaires qui ont eu du mal à retrouver un job, les marchés publics, bah, ce que je disais, les marchés, bah, tu imagines pour toutes ces boîtes-là, c'est la douche froide. Hem, mais en fait, en 8 mois, ben, l'économie s'est tellement libéralisée que, elle a repris la marche avant, elle a atteint 5,5 de croissance. Donc à 5,5 de croissance, c'est très rapide. C'est-à-dire que tout de suite, tu as des contrats, tu as des trucs qui se passent de partout et tout le monde retrouve de l'activité. Donc non, non, je pense que vraiment, on se fait une idée un peu, effrayante de la transition, mais la transition, si elle est bien maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle est progressive, évidemment qu'on coupe pas tout du jour au lendemain, ce serait irresponsable. Mais si elle est progressive, très, très vite, le poumon économique prend le relais et en fait, bah, tu plus rien à faire. En fait, l'État n'a même pas à se mêler de tout ça, quoi. C'est le Mmh. secteur privé et les individus qui s'en sortent tout seuls. Tu mentionnais l'école. Heu, l'école, on en fait quoi? Parce que moi, je suis un grand adepte de l'école, enfin, alors du livre, pas du concept de l'école gratuite et obligatoire de Rothbard. Est-ce qu'on conserve une école publique? Dans quelle mesure? Parce que c'est quand même, alors non seulement c'est un gouffre financier, mais j'ai envie de dire, c'est pas ça le pire pour moi, l'éducation nationale, c'est surtout la notion d'endoctrinement qui est extrêmement problématique, et que chaque personne qui nous regarde a dû faire l'expérience de l'école publique et obligatoire, française, et peu de gens en gardent un excellent souvenir. On essaie quand même de faire rentrer la plupart du temps des ronds dans des carrés. C'est abominable, hein, concrètement. C'est clair. On en fait quoi? Alors nous, on a le même constat que toi. La première réponse à donner, c'est, la fin à l'endoctrinement, avant de parler de privatisation et cetera. Comment on fait ça? On s'inspire d'un modèle qui existe déjà, hein, on n'a rien inventé, et qui est déjà, mis en place dans plusieurs endroits dans le monde, c'est le bon éducation. En fait, le bon éducation, ça veut dire qu'au lieu de financer, les écoles, tu finances les parents et les élèves. Donc tu donnes, le budget de l'éducation nationale, tu le divises par nombre d'élèves et tu le distribues, hop, aux parents, évidemment, avec un ajustement en fonction de, l'emplacement géographique et du coût de la vie, là où la personne se trouve. Ce bon éducation, c'est donc un chèque, que les parents ne peuvent dépenser que dans, une école.
mais ça change tout, puisque ça introduit de la concurrence. Ça veut dire que chaque école maintenant est autonome et doit se battre pour attirer des gens qui vont dépenser leur bon éducation dans l'école. L'école retrouve la liberté totale de l'enseignement, donc elle peut choisir ses programmes, ses profs, ses horaires, heu, sa philosophie, plein de choses, les activités qu'elle va proposer. Est-ce que tu fais cuisine, couture, rugby, ce que tu veux. Est-ce que tu veux mettre beaucoup d'argent pour débaucher un grand professeur d'économie qui vienne enseigner à des maternelles? C'est ton problème. Tu peux faire ce que tu veux, mais derrière, c'est-à-dire que les gens, s'ils sont satisfaits, ils voient que leurs enfants progressent bien, évoluent bien, deviennent des adultes responsables, et même après, c'est-à-dire à plus long terme, ont tous des super notes, un truc, un standard international, ou ont tous des jobs d'ingénieurs à la NASA. Bon, tu te dis: «Ouais, l'école, elle a compris quelque chose». Donc elle va attirer de plus en plus de parents qui vont dépenser leur bon dans cette école. L'école a même la possibilité de demander plus que le bon. On peut dire: «Moi, je prends le bon plus 1 000 balles par mois». Parce qu'avec cette compétitivité, cette concurrence, le niveau global de toutes les écoles va augmenter, comme à chaque fois qu'on introduit de la concurrence. Ce qui veut dire que très vite, en fait, l'école publique va devenir peut-être pas excellente au niveau mondial, mais de très bonne qualité. Donc un parent qui sait qu'il a une école publique de très bonne qualité, simplement le bon qui est remis par l'État chaque année en bas de chez lui, il va pas se dire ouais, je vais mettre 1 000 balles de plus pour aller dans le top du top. Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Donc celle qui demande 1 000 balles de plus, elle a intérêt à offrir un service en face qui soit vraiment exceptionnel. Ce qui fait que rien que la remise en concurrence, fait exploser l'innovation et fait une confrontation des modèles pédagogiques qui fait que les meilleurs vont être déterminés par le marché. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, évidemment, c'est quand même de privatiser. C'est-à-dire qu'à long terme, il vaut mieux que l'État s'en occupe plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, en appliquant ce modèle-là, les écoles seraient autonomes, donc il y a même plus besoin d'un truc centralisé comme le ministère de l'Éducation nationale avec des fonctionnaires qui servent on ne sait pas à quoi d'ailleurs, pour diriger les écoles. Puisque chaque école va se diriger, chaque directeur, directrice d'école, bah, sera bien à même de diriger son établissement. Mais en plus, à terme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État, en fait, aura tout autonomisé. Par contre, sera propriétaire de milliers d'écoles, de murs d'écoles physiques, qui deviendraient en fait des activités rentables. Donc progressivement, on peut se mettre à le vendre tout simplement, s'il y a preneur. S'il y a pas preneur, et ben, ça peut prendre des années, hein, 10 ans, 20 ans. Mais une fois que le modèle est mis en place, tu respires, quoi. Et je pense que, ouais, l'endoctrinement. C'est un peu tu transformes l'État en modèle McDonald's où ils louent les murs et ils apprennent à leurs locataires à payer le loyer. C'est un peu ça, ouais. Et ouais, bon, moi je peux que te rejoindre là-dessus, et pour moi c'est un sujet qui est tellement important, et j'ai l'impression que les gens ont un blocage mental avec ça, ou l'école en fait. Je comprends pas, parce que les gens ont souvent une expérience quand même pourrie de l'école, parce que faut dire ce qui est, l'école l'école gratuite obligatoire jusqu'à 16-18 ans, elle est horrible. C'est une expérience atroce. Et je parle, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui restent bloqués et qui restent des enfants, qui font ensuite un master de sociaux. Généralement, eux, ils ont une super expérience. Et par contre, ils s'étonnent à la fin de rien valoir sur le marché du travail, ce qui est induit du fait qu'en fait, on vous permet de faire des études gratuites qui ne servent à rien, dont personne n'a besoin. Et je comprends pas, parce qu'en fait, par exemple, tu disais qu'il y a d'autres pays qui font ça. Je sais que par exemple en Suisse, il y a aussi un aspect que nous on n'a pas énormément, c'est la professionnalisation et des formes d'alternance. C'est Tout à qu'en fait. Suisse, faire des études supérieures intellectuelles, c'est pas la norme. C'est Ouais. plus, C'est alors c'est rare pas même. l'exception non plus, mais c'est plus rare Mmh mh. que de Bah, juste clairement, ils se sont faire des rendus études. compte, quoi. De comment? Ça ne sert à rien et ils s'en sont rendus compte. C'est aussi simple que ça. Parce que eux, ils ont un Mais feedback du marché que nous Bah, on c'est n'a ça. pas. mais je pense qu'on peut vraiment, rattacher ça à un syndrome de Stockholm en France en fait, tu en as tellement souffert et c'est tellement normalisé qu'en fait, tu finis par le légitimiser. Tu te dis: «Bah, en fait, c'est peut-être juste la façon dont le monde». Tu passes à l'école, tu vis des années de merde et puis à la fin, bah, ton objectif, c'est de réussir à oublier ces années et te dire: «Bah, non, bah, ça faisait partie du chemin et c'était normal». Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes passent par, ce phénomène où tu arrives à le rationaliser, tu dis: «Non, non, mais c'était totalement normal».
de perdre mes années comme ça à écouter un mec qui raconte n'importe quoi, où tout le monde s'endort en cours et crie. C'est clair. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord et puis en plus les gens, créent des liens de causalité et des corrélations qui n'ont pas lieu d'être, dans le sens où, bah, moi je suis passé par l'école, j'ai fait ça, regarde j'ai réussi aujourd'hui, donc tu vois ça m'a servi de faire l'école. Non, il y a aucune causalité. Si tu avais peut-être pas eu l'école, ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, si tu avais pas fait l'école, tu serais peut-être aujourd'hui Elon Musk. Bon, j'exagère, mais d'une certaine façon, tu sais pas ce que tu aurais pu devenir. Donc non, c'est pas l'école généralement qui fait de vous des machines de guerre et des gens très intelligents. C'est souvent un boulet et c'est surtout un boulet pour les personnes qui ne sont pas faits pour le modèle éducatif classique, qui ont besoin de travailler de leurs mains, par exemple. Aujourd'hui, en France, c'est hyper dénigrant de faire une branche professionnelle, ou technologique. C'est vraiment, c'est les gogols du coin, alors que loin de là, en fait. C'est des mecs qui derrière peuvent finir, plombier, ébéniste ou électricien, gagner 10 fois ce que tu gagneras, jamais dans ta vie et qui vont être bien plus heureux et qui sont utiles parce qu'eux, ils vivront pas de la subvention, ils vont répondre à de vrais besoins. Donc voilà, arrêtez de faire de la socio, faites de la plomberie, ça paye mieux. Pour conclure ce volet. Si, juste pour ajouter un tout petit point, et tu le mentionnais, et je trouvais que c'était important de dire, voilà, à terme, l'objectif, c'est vraiment que l'État soit plus du tout dedans. Parce que le problème du chèque, c'est qu'en fait, ça crée vraiment un prix plancher sur l'éducation, où en fait, bah, il n'y a aucun acteur du marché qui va proposer une éducation en dessous du chèque Non. éducation. Donc en fait, ça permet une concurrence dans ce qui est en plus et dans qui va obtenir ce chèque, mais tu peux pas aller chercher plus bas. Et là, c'est là où c'est con, parce que surtout avec, bah, je pense à l'IA, YouTube, toutes les plateformes en ligne. Aujourd'hui, en fait, l'éducation, elle pourrait, t'aurais un tronc qui serait gratuit. Bon, en fait, l'information est gratuite, mais en fait, c'est juste après la méthode avec laquelle tu acquiers l'information qui devient payante, pour que, bah, là, t'as Ben, un bon professeur, quelqu'un qui t'accompagne, mais c'est tout. en fait, dans un deuxième temps, et ça, on n'y a pas trop réfléchi parce que évidemment, bon, déjà que notre programme, il est un peu utopique, donc on va pas commencer à réfléchir ce qui se passerait 5 ans après qu'il soit appliqué, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, ouais, je me disais, tu transformes les écoles en entités autonomes, donc qui permettent ensuite d'être rachetées. Donc quelqu'un la rachète. Et effectivement, le gars il se dit bon bah moi je vais faire mieux, donc je vais baisser les coûts et tout. Je peux prendre moins que le chèque éducation. Peut-être que dans ce cas-là, le parent qui lui touche son chèque éducation, il dit moi je vais dans telle école et l'école elle prend moins. Et dans ce cas-là, il peut garder la différence. Et là, t'introduis voilà une concurrence vers le bas. Mais ouais, c'est encore l'étape suivante quoi. Ce qui pourrait, à mon sens, pas mal marcher en plus. Il y a un autre sujet et je sais pas si vous appliquez la même logique, c'est la santé. Est-ce que, sur la santé qui est bon, en France, je pense la plus grande simulation communiste, de l'histoire de l'humanité, heu, est-ce qu'on fait pareil? Est-ce que vous avez pensé à ce principe de chèque santé aussi ou pas du tout? Non, non, la santé c'est compliqué, hein. La santé, c'est, je pense, le domaine le plus compliqué parce que normalement, les acteurs sur un marché, ils réagissent toujours de manière rationnelle et c'est ça qui fait tout fonctionner, quoi. Sur la santé, les gens sont pas rationnels parce que quand tu es malade, tu es prêt à tout pour ne plus être malade. Même si tu crois que tu es malade, tu es prêt à tout pour ne plus être malade. Donc c'est un système où en fait, à partir d'un certain âge, on est presque tout le temps malade. Or, on reste cet agent économique qui est prêt à tout pour ne plus l'être. Donc on va faire des dépenses qui sont inconsidérées par rapport aux gains, ce qui n'est pas le cas quand tu achètes des chaussures, quoi. Tu vas pas acheter 1000 paires de chaussures. Dans la santé, voilà, le marché est plus dur à s'équilibrer. Et d'ailleurs, c'est vraiment, on voit que c'est un constat problématique puisque il y a pas de modèle parfait. Dans le monde entier, on a cherché, hein. Il y a pas encore un modèle de santé qui soit parfaitement équilibré à cause probablement de ces déséquilibres. Alors, par contre, il y a des moyens de les contrebalancer. Il y a plein de moyens, mais la France est le pire. Ça, c'est une certitude. Peut-être pas le pire, puisque quand même les gens sont en relativement bonne santé en France. Mais par contre, en termes de rapport entre dépenses et bénéfices, c'est catastrophique. Donc non, nous, ce qu'on a imaginé, c'est, on s'est inspiré aussi pareil, hein, de choses qui existent. Par exemple, la franchise médicale. Ça, on s'est inspiré du système japonais, qui veut que, pour chaque acte de santé, tu dois payer quelque chose.
Ça peut être 10 € pour une consultation, normale chez un généraliste, 20 € chez un spécialiste, 50 € si tu débarques aux urgences, par exemple. Pourquoi? Parce que mettre un prix sur, une action fait un filtre immense sur, justement cette irrationalité de la santé. Pas genre, je commence à tousser, je vais aux urgences et du coup je bloque les urgences pour le gars qui s'est fait couper la jambe. C'est: «Ah non, je commence à tousser, je dois payer 50 €. Non, vas-y, je vais peut-être rester un peu au lit avant d'embêter tout le monde». Au Japon, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de patients qui se présentent, avec, la réalité d'une maladie qui est bien supérieure à la plupart des pays développés et dont la France, où en fait, il y a énormément de gens qui consultent, pour rien. Donc rien que ça, c'est pas tellement pour équilibrer les comptes, c'est juste pour responsabiliser les gens face au système de santé. Après, vu qu'en France, effectivement, c'est la cata partout, c'est assez facile, hein, de trouver des réponses. Par exemple, libéraliser les études de santé, fin du numerus clausus, l'autorisation de mettre en concurrence la sécu. Voilà, pourquoi on est obligé de passer par la sécu pour, avoir notre assurance santé? Pourquoi on n'a pas le droit d'en prendre une autre? Et Et les surtout pourquoi elle citoyens coûte et surtout ouais, non, pourquoi mais elle coûte si un si elle pourcentage est de si notre forte salaire, que hein. ça, elle a pas peur d'être mise en concurrence puisque quand elle sera en concurrence, elle va gagner si elle est si bien que ça. Voyons, ça c'est vraiment la base puisque c'est le cas pour le coup dans presque tous les pays du monde, hein, donc ça vraiment on est obtus là-dessus. Heu, donc heu oui, il y a énormément d'améliorations à faire. Moins, on va dire, simple, radical qu'un bon éducation, mais c'est plutôt plusieurs mesures qui visent à, assainir le système. Après, moi j'ai quand même l'intime conviction que l'État n'a pas un rôle particulier à terme, hein, à jouer, dans la santé. Le simple fait que les assurances privées existent et fonctionnent. Après, c'est vrai qu'il y a une problématique et les gens vont citer les États-Unis, par exemple, où c'est, enfin, en fait, après les États-Unis, c'est toujours un faux dilemme. C'est que les États-Unis, c'est autant public qu'en France, hein. Il y a une Mais c'est un connivence qui est système pourri aussi. c'est un système pourri où il y a plus de connivence, il coûte plus cher. C'est juste un truc informe. Mais si on prend la Suisse, par exemple, et pour y avoir, été pendant 2 ans, la Suisse, le système de santé est beau privé. Il y a une caisse, publique. Alors si je dis pas de bêtises, on payait quoi? On payait 90 francs par mois de sécu et on était quasiment tout couvert, avec une franchise de 100 € annuels. Donc en gros, on payait 1 200 € par an. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est 8 de votre salaire, brut et on peut quasiment doubler, avec la partie patronale. Déjà, c'est une aberration de prendre un pourcentage du salaire pour payer ta santé, parce que si tu es pas malade, bah, tu es le dindon de la farce, et ça, c'est pour moi aussi un énorme comment? Pas 90 €, hein. Avec Elzana, c'était plutôt près des 300. Putain, c'est 180 par mois. Ah oui, non, toi, tu t'étais fait baiser, mais moi, j'étais à moins. Ouais. Non, non, mais après ça avait augmenté, on était passé à 280, parce qu'ils avaient Alors moi, tout changé pour les je suis jamais passé à C'est des sûr que normalement, c'était ici, moins on cher. est quasiment à 300. Bon, même à 300, de toute façon, 300 €, c'est un bon prix parce que c'est le prix d'une assurance santé privée internationale partout dans le monde. Pour connaître des personnes qui en sont titulaires, Ouais, ouais, tout à fait. 300, c'est le top du top, de ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui gagne, entre 2 et 3 000 € net paye plus, en réalité, sa santé. Ouais, ouais, tout à fait. Et surtout, on n'aligne pas, et c'est moi là où je voulais en venir, c'est que moi, pour moi, il y a un gros problème d'alignement d'incentive où est-ce que les gens soient aussi en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, en France, t'es pas incité à être en bonne santé parce qu'en fait, tu payes pas les soins. Bah oui. Donc en fait, pourquoi t'arrêterais de boire de l'alcool, de fumer et de manger 3 paquets de gâteaux par jour, si de toute façon, c'est tout le monde qui va payer pour toi? Et pour moi, ça, c'est un énorme problème, c'est que tout le monde paye le quotidien de gens qui sont irresponsables. Et Tu ne et je serais pas le pense cas avec des assureurs. avec des assureurs, non, parce qu'eux, leur but, c'est de gagner de l'argent et ils vont pas essayer de mettre bien tout le monde. Le but, Et c'est de si gagner tu de fais l'argent. 3 paquets de clopes par jour, ils vont pas te faire le même tarif. Voilà. Le seul truc, et c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que c'est très compliqué, c'est que ça demande un alignement et un non-interventionnisme sur tellement de pans qui sont interdépendants. C'est qu'il y ait à la fois l'assurance, qu'il y ait les hôpitaux, qu'il y ait les soignants, qu'il y ait les prescripteurs, qu'il y ait quasiment les labos, qu'il y ait Les labos, aussi les experts qui attestent à chaque fois. Et en fait, bah, c'est le cas aux États-Unis. Il suffit de corrompre les bonnes personnes au bon endroit et alors là, c'est
C'est pour ça que c'est le domaine le plus complexe, mais on part de tellement loin qu'on peut faire que mieux. Ouais, ça effectivement, on peut faire que mieux. Heu, Là, on a fait les principaux postes, enfin les principaux postes à mon sens. Quelles étaient les autres grandes lignes, que vous On n'a pas voudriez parlé des bénéfices quand même. des Des bénéfices pour les gens ah oui, c'est vrai, de accessoirement. l'application de ce programme. Pour nous, c'est ça l'argument principal, hein, évidemment. C'est donc toutes ces coupes, elles servent bon à combler le déficit comme on l'a dit, mais elles servent surtout à baisser les impôts. Et on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit, «Il faut qu'on trouve un truc qui soit vraiment, solide, qui impacte». Parce qu'on peut dire, je sais pas, on aurait pu dire, on coupe la TVA, on enlève la TVA complètement ou on enlève l'impôt sur le revenu, ouais, c'est pas mal. Mais en fait, le plus gros problème de la France, c'est que le travail ne paye pas. C'est que les gens sont pas encouragés à bosser et qu'en plus, quand ils bossent, eh bien, ils ne récupèrent pas le fruit de leur travail. C'est terrible, ça démoralise tout le monde et ça tue tout le pays. Donc on s'est dit: «Combien ça coûterait de supprimer l'intégralité des charges qui pèsent sur le travail, patronales et salariales et qu'est-ce que ça donne?» Alors on s'est vite rendu compte que ça donne qu'en gros, en moyenne, le travailleur moyen, il gagnerait 70 en plus sur son salaire. Donc waouh, c'est vraiment énorme. Tu dis ça aux gens, OK, tout le monde peut se rendre compte ce que ça fait de gagner 70 de plus. C'est colossal, tout le monde devient riche quoi, en gros. Mais combien ça coûte? Bon, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il faut faire autant de coupes pour y parvenir, mais c'est faisable. C'est faisable grâce à ces coupes qui font en fait retomber le poids de l'État qu'à 35 du PIB, donc c'est quand même conséquent. 35 c'est beaucoup. Il y a plein de pays qui sont à 35 la Suisse, l'Australie et cetera. C'est tout à fait faisable et la contrepartie, c'est qu'on supprime donc l'intégralité des charges sur le travail et en plus, en petit bonus, on supprime aussi, enfin on réduit de 5 l'impôt sur les sociétés et on supprime les droits de succession et on supprime une foule de petits impôts, mais si vous voulez, on rentre pas dans le détail de ces suppressions, parce que déjà il y en a des centaines, mais en plus, elles sont contrebalancées par également la suppression d'énormément de niches fiscales. Donc pareil, qui sont une foule de petits avantages en fait. Donc celle-là, voilà, ça s'équilibre. Mais en T'as gros, dit c'est on ça. supprime les droits de succession, c'était l'inverse, hein, on supprime les droits, l'impôt sur la succession. Ouais, bah Rassure-moi. ouais, ça s'appelle les droits de succession, ouais. Ouais, mais tu sais, ils Ok, ils trouvent ah plein oui, de ils noms pour inversent dire les mots, l'impôt. ok. Voilà. Ok, ouais, je me suis fait avoir. Au final, ça pèse pas grand-chose, hein, mais voilà, c'est quand même important parce que c'est un impôt scandaleux. Mais voilà, vraiment le principal, le gros du programme, c'est libérer le travail et les gens qui bossent, ils vont gagner beaucoup plus et les gens qui bossent pas, ils vont avoir envie de bosser parce qu'ils vont gagner beaucoup plus. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que dans votre programme, par rapport au chômage, l'assurance chômage, disparaît d'un point de vue public? Progressivement, pareil, tu peux pas faire ça, évidemment d'un coup, mais progressivement, elle disparaît pour que, au bout de quelques années, elle puisse être, complètement, privée. Donc chacun évidemment, comme tu n'auras plus de charges à payer, tu auras quand même d'autres frais, notamment effectivement, l'assurance chômage, puis à terme, on en parlait, les assurances santé, les assurances retraite. Parce que pareil, pour moi, c'est le même raisonnement avec le chômage. C'est que je vois pas en quoi, c'est à tout le monde de payer pour ton inactivité. Bah, en fait, cotise tant que tu travailles, mets, 5 de ton salaire dans un fonds bloqué parce que bon, il y a des gens qui sont incapables de pas dépenser leur argent, bon, tant mieux, Mmh. enfin tant pis. Tu le mets là et quand tu es au chômage, tu le débloques et ça te permet de te verser C'est une clair. rente. Et ça marche très bien et pour rejoindre ce que tu disais, même la Suisse, par exemple, qui pour moi est quand même un modèle, nous, dans le canton de Genève, on avait 9 de cotisation. On était les rois du pétrole, hein. 9 de cotisation, même juste en passant, parce qu'en France, c'est 23. En passant à 9, déjà, on était extrêmement contents, et Bah, ouais. en fait, parce que nous, on nous avait annoncé un salaire brut qui est 3 fois supérieur à celui de la France. Mais en fait, on s'est rendu compte que le net est bien plus élevé en plus. Donc les gens se rendent même pas compte des ordres de grandeur, de la légèreté et en fait, comble de l'ironie, c'est que dans les 9 il y avait une partie de capitalisation où quand on a quitté la Suisse, on nous a dit: «Ah non, mais en fait, vous avez une enveloppe là que vous pouvez». Ou attends, ouais. Mais oui, bien sûr, parce que le fonds, il va travailler, il va faire travailler cet argent, il va être très rentable. C'est même pas de l'argent qui dort, pour rien, quoi. C'est de l'argent, comme pour les retraites. Je veux dire, le smicard qui ferait une assurance privée, le jour de sa retraite, il touche, près d'1 million d'euros.
juste parce que le fonds, il a investi sur un truc de bon père de famille, qui suit les cours de la bourse tradis, quoi. Donc non, c'est sans commune mesure, on le voit bien, une caissière en C'est à peu près ça, ouais. comment on peut ne pas vouloir ça? C'est, Ouais mais d'ailleurs, toi, tu as un élément de réponse à cette question? Parce que bon, là, on est entre personnes d'accord, ouais, c'est ça. c'est facile et on va du mal à se contredire, mais toi, qu'est-ce que tu rencontres quand tu rencontres un opposant idéologique, quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'ils opposent à ça? Parce que c'est du bon sens. Ils opposent à ça, qu'on est, des méchants égoïstes, individualistes, et qu'on va laisser tomber, tous les gens qui galèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que les gens qui galèrent à cause de l'État. En fait, ils n'arrivent pas à conceptualiser le fait que tout le monde paye énormément d'impôts. Je pense que la grande incompréhension vient de là. C'est-à-dire que les gens pensent toujours, qu'en gros, ceux qui sont les moins aisés, les plus démunis, ceux qui sont en galère, ceux qui, ont des petits jobs et cetera, hem, payent pas d'impôts, ou très peu, et que ceux qui gagnent bien payent des impôts pour aider les autres. Donc forcément, si tu pars de cette logique-là, c'est sûr que tu dis, demain, bah, les mecs de toute façon ils ont rien à gagner puisqu'ils payent pas d'impôts. Donc ils vont rester à leur salaire, très bas, et par contre ceux qui payent des impôts, ils vont voir leur salaire exploser, mais ils vont juste, rouler en Rolls, quoi. Sauf que évidemment tout ça est totalement faux, puisque, tout le monde paye énormément d'impôts, que même quelqu'un qui est au SMIC, il paye 50 d'impôts. Donc si demain, tu dis au mec qui est au SMIC: «Hop, je te donne 50 en plus», sa vie elle a changé. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens vivent, bah, ouais, on l'a dit, hein, depuis la naissance dans cette, propagande étatique qui fait croire, bah, tous ces préceptes complètement faux. C'est pour ça que la pédagogie est aussi importante, qu'il faut y aller pas à pas pour expliquer aux gens que tout le monde a à gagner à la liberté et au retrait de l'État. Du plus pauvre au plus riche, tout le monde est gagnant. Heu et ça, les gens, bah, ne le voient pas comme ça, hein. Ils pensent tout le temps que, c'est laisser les pauvres sur le côté, alors que c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. C'est donner enfin la possibilité aux pauvres de devenir riches. Ouais, puis pour moi, il y a plusieurs choses. Tu parlais en plus de ce que les pauvres, ou en tout cas les personnes à bas salaire vont recevoir, ils vont recevoir plus, mais même dans ce qu'ils vont acheter, ça coûtera moins cher. Parce que la concurrence, parce que bon, dans un monde idéal, moins d'inflation, parce que, moins de taxes pour les producteurs, donc ça serait oui, parce que les gens comprennent pas que tout le monde est producteur et consommateur, donc il y a quand même des des vases communicants où tout le monde en bénéficie. Et effectivement, il y a aussi un point, je pense, et ça c'est le mythe français, c'est, ce qu'en fait ils appellent la solidarité. Heu, Ce que nous on appelle le vol, mais, C'est ça. heu, les gens oublient que l'État a détruit la solidarité. Ce n'est pas la solidarité, et que dans un monde comme ça, et on le voit, hein, dans des pays un peu plus libéraux, il y a des associations et de la philanthropie qui ont des rôles bien plus importants que chez nous. Chez nous, il y a des associations, hein, je dis pas que tout le monde fait de la merde, mais il y en a qui font leur boulot. Et en fait, j'ai envie de dire, l'État, c'était l'incarnation de la solidarité, pourquoi les Restos du Cœur existent en France? C'est pourquoi on a besoin d'une solidarité privée par-dessus, si c'est le summum de la solidarité entre les gens? C'est juste que 1, ça ne marche pas, et 2, bah, en fait, naturellement, les gens, donnent, aident les gens dans le besoin, au-delà du fait que bon, faut d'abord les responsabiliser, mais pour moi, c'est un gros problème. Normalement, tu aides naturellement, tes proches, les gens que tu aimes, les gens que tu fréquentes, les gens que tu connais, tes amis, tes enfants, tes parents. Tu t'entraides. Quand l'État est là pour remplacer tout ça, il se substitue à cette entraide et tu te dis: «Ah bah non, en fait, j'ai pas besoin de le faire puisque l'État va le faire». Donc tu casses un lien social, tu casses une vraie solidarité volontaire, tu la remplaces par, ouais, effectivement, un vol étatique, qui prend à l'un pour donner à l'autre et qui en plus coûte très cher. Donc c'est du gaspillage en plus d'être immoral. Ouais, effectivement. Ça fait une ouverture peut-être pour une prochaine fois, mais je trouve que souvent, en fait, il y a 2 groupes à convaincre. Il y a la gauche et la droite. Comme les 2 sont socialistes, il y a vraiment 2 logiciels, qu'il faut réussir à amener vers la liberté, en tout cas en France. On trouve pas trop, de libéraux à droite en France, et j'ai l'impression qu'à droite, il y a un bug où les gens se disent: «Si j'attaque l'État, j'attaque la nation».
Et en fait, ils ont mis les deux en même temps, sous le même chapeau. Ils disent, mais en fait, l'État, c'est la nation. Et en fait, il y aura plus de nation, il y aura plus de valeurs, il y aura plus notre identité nationale si on commence à couper dans les finances publiques. Et en fait, il y a eu un jeu qui a été fait là-dessus que je trouve qui est terrible et qui va être un peu compliqué à défaire. Et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Très bien. Merci beaucoup pour ce moment, Romain, pour ce temps. Merci à vous. N'hésitez pas à aller suivre donc le Parti Milléiste sur X, qui est très actif. On mettra On aussi est le aussi lien sur du... Facebook et Insta maintenant, je Ok. précise. On essaye de grossir aussi. Ça marche. Et on mettra le lien du PDF, enfin du Drive du programme qui est en libre accès, pour ceux qui veulent aller le consulter et lire un peu de bon sens. Ça fera pas de mal. Merci, et puis à la prochaine. Merci. Merci à Ouais, vous. merci. Ciao, à Ciao. bientôt.